Bonjour à tous. Bonjour. Donc, les troubles de la communication de la personne atteinte de maladies neuroévolutives. Les comprendre pour mieux y faire face. Alors, nous sommes deux intervenantes, Julia Lemay et moi-même, Julie Laloy. Nous sommes orthophonistes libérales au sein du cabinet du Fort, qui est un cabinet pluridisciplinaire situé à Fontenay-sous-Bois. Depuis 12 et 5 ans que nous exerçons, nous recevons des patients essentiellement atteints de pathologies neurologiques, donc neurovasculaires à la suite d'un AVC par exemple, ou neuroévolutives, comme dans la maladie d'Alzheimer par exemple. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été sollicités par la rencontre des aidants avec qui nous travaillons. Et nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour parler des troubles de la communication. Alors, les troubles de la communication, de quoi s'agit-il ? Là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui nous attend. L'idée de cette conférence sera de s'informer pour les comprendre. Quelles sont leurs causes et leurs conséquences ? Quels impacts sur la relation aidant-aidé et sur le quotidien ? Et enfin, on partagera des outils concrets pour y faire face. Alors, on va commencer par une première partie qui nous permettra de comprendre un petit peu les troubles de la communication. Pourquoi il y en a. Ensuite, on fera un petit aparté sur notre rôle particulier en tant qu'orthophoniste. Et enfin, on vous proposera des idées pour faire face aux troubles de la communication. Alors, donc, pour commencer, la communication, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout d'abord, vous avez sûrement dû déjà le remarquer, la communication a un impact direct sur la qualité de vie et sur la participation de la personne dans la vie sociale et dans son quotidien. Donc, il y a plusieurs modèles théoriques sur la communication. On n'est pas là pour faire un cours linguistique, mais globalement, pour synthétiser, c'était quand même important que vous compreniez de quoi on parle quand on parle de communication. On peut dire que la communication est interactive, multimodale et complexe. Alors, pourquoi on dit qu'elle est interactive ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas communiquer seul. Donc, pour synthétiser, communiquer, c'est transmettre un message et ou une émotion par le langage. Et surtout, c'est dans un contexte que ça va se passer, parce que ça va dépendre de la situation et de l'interlocuteur avec qui on est. Et donc pour ça, on a ce qu'on appelle les notions de feedback, de tour de parole et de réparation quand il y a un couac dans la communication. Ça, c'est ce que nous, en orthophonie, on appelle la pragmatique. C'est vraiment les habiletés à communiquer, à s'ajuster à l'autre, à s'adapter. Et c'est très souvent ce qui est impacté dans le cadre des maladies neuroévolutives. Donc on le verra plus tard. Ensuite, la communication, c'est quelque chose de multimodal parce qu'on a tout d'abord la communication verbale, c'est la première qui nous vient à l'esprit. Mais on a aussi la communication paraverbale, donc ça c'est tout ce qui s'ajoute aux mots, les intonations, le rythme, ça fait partie de la parole mais c'est pas vraiment la parole. On a la communication coverbale qui est alors, tous les gestes qui vont venir suppléer ou augmenter ce qui est dit. Et enfin, la communication non verbale, donc tout ce qui est visuel, les gestes, la posture et les mimiques. Et donc, tout ça fait que la communication est un mécanisme complexe qui va demander déjà beaucoup d'implicite, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-dit, et donc qui va solliciter de nombreuses fonctions cognitives. Donc de l'attention, de la mémoire, ce qu'on appelle de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place de l'autre. Voilà, plein de fonctions cognitives. Et donc la communication est une boîte à outils qui nous permet de nous adapter selon la circonstance. Et donc on va combiner les différentes modalités de communication entre elles, notamment quand on doit pallier une difficulté. Ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce modèle, on en entend beaucoup parler dans les techniques de communication. C'est la fameuse règle des 3 V.
Alors c'est une étude qui date de 1971, qui avait été menée par un professeur américain, Albert Mehrabian, qui avait tenté d'établir la part de verbal, de paraverbal et de non-verbal. Donc on voit que le paraverbal compose 38% de la communication quand on est en conversation, le non-verbal 55% et le verbal pur uniquement 7%. Donc c'est une étude qui comporte des biais et qui date, donc les chiffres ne sont pas ultra précis, mais l'idée surtout c'était de vous faire prendre conscience de la complexité de la communication et de savoir que la communication ne se limite pas à un langage parfait et qu'il faut le prendre en compte quand on communique avec nos proches qui sont en difficulté pour pouvoir passer par ce qui fonctionne encore. Alors, la communication dans les maladies neuro-évolutives. Donc là, on voit sur ce schéma qui nous vient de la Fondation pour la recherche médicale que dans la maladie d'Alzheimer, mais également dans la plupart des maladies neuro-évolutives, c'est la zone de la mémoire qui se détériore en premier. C'est, voilà, vous voyez le petit rond blanc au milieu, c'est l'hippocampe. Donc l'hippocampe gère l'enregistrement, l'organisation et la restitution des souvenirs. Ensuite, la maladie va progressivement altérer le système limbique qui lui gère les émotions. Et ensuite, on voit ici que par la suite, c'est le cortex qui va être touché. Le cortex, c'est une zone assez diffuse, mais on a répertorié plusieurs sous-zones. Alors par exemple, la zone pariétale intervient dans la maîtrise de l'espace et la zone temporale est impliquée dans le langage et la mémoire. On reverra cette zone plus en détail dans la diapo suivante. Donc vivre une maladie cognitive évolutive est une épreuve qui plonge le patient dans une nouvelle temporalité et qui va modifier son rapport au monde et à son entourage. Après les troubles de la mémoire, comme on l'a vu, ce sont les troubles du langage qui sont les symptômes cognitifs les plus importants. Ils se traduisent par des difficultés à communiquer, progressivement à comprendre ce qui est dit, puis à parler. Les difficultés de langage et de communication vont donc progresser avec l'évolution de la maladie. La qualité des échanges est affectée. Mais il est essentiel que la personne continue d'avoir l'opportunité de s'exprimer et de comprendre ce qui se passe dans son environnement. Donc on a vu qu'avec l'apparition de la maladie, c'est la relation à l'autre, plus qu'un appui, qui devient une nécessité pour se sentir exister. Donc, les proches du malade doivent rapidement apprendre à décrypter les troubles cognitifs pour éviter absolument toute réflexion agressive ou culpabilisante de type « Comment peux-tu oublier le prénom de ton petit-fils » ou « Je t'ai déjà répondu 10 fois la même chose ». Il est également inutile de chercher à tester sa mémoire ou à rééduquer ses problèmes de langage. Ça, c'est notre boulot et on en discutera plus tard, car cela conduit à mettre l'accent sur l'échec. Donc voilà le fameux schéma dont je parlais juste avant. On voit bien les différentes zones qui constituent le cortex. Et il est notamment intéressant de constater, que à cet endroit se situent les deux zones principales du langage. L'aire de Broca, qui permet la production du langage, et l'aire de Wernicke, qui permet sa compréhension. On comprend mieux pourquoi, rapidement, apparaît la difficulté à trouver des mots en mémoire. Mais il faut également avoir en tête que la compréhension est aussi limitée par le fait que la personne ne se rappelle plus ce qu'on a dit juste avant, à cause de ses problèmes de mémoire. Et également, si elle a oublié ce qu'elle a fait la veille, elle ne peut évidemment pas la raconter. Alors, il y a d'autres troubles cognitifs qui peuvent aussi engendrer des troubles de la communication, les troubles de la concentration par exemple. Le fait d'avoir des difficultés à recevoir, à comprendre un message, mais aussi des difficultés à élaborer un message,
ça engendre une grande fatigabilité chez nos patients. Donc les temps d'échange vont forcément devoir être un petit peu plus restreints. Néanmoins, en parallèle de tous ces troubles cognitifs, on peut dire qu'il y a aussi des difficultés de langage et de communication pure qui existent. Ces manifestations des troubles de la communication peuvent être très différentes selon les individus. Mais nous pouvons dresser un inventaire global de l'ensemble des difficultés qu'il est possible de reconnaître selon les différents stades de la maladie. Alors, les difficultés de communication selon le degré d'atteinte. Donc, en général, quand l'atteinte est encore légère, on va avoir de très légères perturbations de compréhension qui peuvent passer inaperçues et un manque du mot, donc le fameux mot sur le bout de la langue. Et néanmoins, ces difficultés restent majoritairement compensées. Ensuite, quand l'atteinte a tendance à évoluer vers un stade modéré, on va retrouver des grandes difficultés pour suivre une conversation un peu longue ou en grand groupe, des difficultés à exprimer ses besoins quotidiens, sociaux et émotionnels, des réductions du vocabulaire et de la longueur des phrases, un manque, le fameux mot sur le bout de la langue, de plus en plus fréquent, des difficultés à faire des inférences, c'est-à-dire à déduire ce qui n'est pas dit, l'implicite, et des difficultés à maintenir son attention et à organiser sa pensée avec une absence de maintien du sujet de conversation, donc des sauts du coq à l'âne. En outre, ce qui se passe, c'est qu'en général, les personnes ne sont pas conscientes de ces difficultés-là, donc la fameuse anosognosie, et c'est ça qui va pouvoir aussi engendrer les difficultés, les troubles de pragmatique dont je parlais tout à l'heure, et donc qui va entraîner ces ruptures conversationnelles parce que la personne ne peut plus s'ajuster à la situation de communication. Quand l'atteinte est sévère, tous les essais de communication se retrouvent limités. L'interlocuteur peut obtenir quelques informations, mais il va falloir faire preuve de déduction, voire essayer de deviner, poser des questions pour inciter la personne à donner plus d'informations. Pour information, en général, l'écriture est vite perturbée, mais la lecture reste longtemps conservée. Et on n'a plus de respect des tours de parole, bien que la personne ait conscience de la présence d'autrui. Alors, donc là, on a vu les facteurs cognitifs qui étaient en lien avec les difficultés de communication. Néanmoins, il y a d'autres facteurs qui vont influencer cette communication. Donc, parmi eux, on va retrouver les facteurs personnels. Chacun est différent, hein, donc en fonction de son état, de son niveau initial, de sa maladie, de quelle maladie on a, les difficultés peuvent varier. En fonction aussi des facteurs psychosociaux, donc par exemple on sait qu'il y a un lien entre la dépression et les problèmes de communication. Et enfin les facteurs contextuels, donc l'environnement qui va jouer un rôle. Notamment lorsque les personnes sont placées en institut, on a tendance à avoir une moins bonne communication. Déjà par rapport au stress qui peut être engendré par la personne au niveau émotionnel, mais aussi parce qu'on va avoir tendance à coller une étiquette sur les personnes, une étiquette de dément, et donc on ne prend plus la peine de leur parler, on ne prend plus la peine de leur expliquer les choses. Et donc petit à petit, les personnes se renferment encore plus sur elles et ça entraîne un cercle vicieux. Donc le but de notre conférence, c'est de vous sensibiliser à tout ça et vous donner des petites astuces pour éviter la rupture de la boucle conversationnelle et donc d'éviter d'entretenir ce cercle vicieux. Alors, notre rôle particulier en tant qu'orthophoniste. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec tous ces patients ? Alors, le but principal, ça va être de maintenir les capacités cognitives et surtout communicationnelles le plus longtemps possible, malgré l'évolution de la maladie. Et ainsi, améliorer la qualité de vie de la personne, mais aussi de son entourage. Alors, les objectifs de nos séances, ça va être tout d'abord de stimuler les capacités résiduelles. Donc, les capacités langagières, exécutives, attentionnelles et mnésiques. Alors, langagière, ça va être le langage, ça je pense que c'est clair pour tout le monde. Exécutive, ça va être toutes les capacités
de planification d'une action, d'organisation, d'anticipation, etc. Les capacités attentionnelles, c'est la concentration, la possibilité de mobiliser son attention pour exécuter une tâche et de la maintenir le plus longtemps. Et les capacités mnésiques, ça c'est... L'approche thérapeutique n'a pas pour but de restaurer une fonction ou une capacité perdue. On sait que dans les maladies neuroévolutives, ce qui est perdu l'est définitivement. En revanche, on va tenter de retarder l'altération des capacités qui fonctionnent encore. On va proposer pour ça des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés de la personne et de les compenser au mieux. Et on va aussi accompagner ses proches en les aidant à adapter leur comportement face à ces troubles. Alors, comment on organise nos séances ? Donc, le début de séance est très important. On va dire qu'on passe au moins une bonne dizaine de minutes de conversation avec le patient et son entourage, justement pour laisser une grande part à la communication. Ensuite, on va faire un exercice de langage ou un exercice cognitif pur. Je vous montrerai des exemples de ce qu'on est susceptible de proposer après. Si possible, en fonction du temps qui nous reste, un deuxième exercice ou un jeu. Bien sûr, en s'adaptant au contexte et à la personne, parce que parfois, les patients, ils arrivent, ils ont eu un souci juste avant et ils ont finalement juste besoin de parler, de raconter ce qui leur est arrivé. Ils viennent ici pour se relaxer, pour trouver quelqu'un à qui parler. Et bien finalement, notre séance va surtout lui permettre de revenir à leur état et d'optimiser donc les compétences cognitives. Et puis aussi, il y a le paraséance, c'est-à-dire le fait d'organiser, de s'organiser pour venir nous voir, qui va avoir un effet aussi bénéfique sur la personne. Par exemple, planifier un rendez-vous, se préparer, la noter dans son agenda, s'en rappeler, se déplacer pour venir, les échanges avec le chauffeur de taxi par exemple, etc. Tout ça, en fait, ça travaille aussi les fonctions cognitives, et ce, de manière fonctionnelle pour le coup. Alors, nos outils, donc en quoi on aide la communication à travers nos prises en soin. Déjà, on a l'avantage d'avoir des séances hebdomadaires. Et du coup, on construit une réelle relation avec nos patients parce qu'on les voit en général 2 fois par semaine. Et du coup, finalement, les patients, ils finissent par plus venir nous voir pour nous voir nous, plutôt que pour travailler. Ils nous prennent pour leur petite fille ou pour... voilà. Et d'ailleurs, le tutoiement leur échappe parfois. Parce que une certaine familiarité peut s'installer. Et dans ce cas-là, c'est bien aussi. Surtout que, comme ils n'ont pas toujours conscience de leurs troubles, ils ne savent pas trop expliquer pourquoi ils viennent, donc ils viennent nous voir. Nous basons nos choix d'activités sur des principes qui sont recommandés par la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, à savoir. Donc tout d'abord une thérapie qu'on va appeler purement cognitive. C'est-à-dire qu'on va tirer le meilleur parti des capacités préservées de nos patients en réorganisant les processus sous-jacents. Par exemple, pour travailler la mémoire, on va fournir des indices pour encoder l'information. On ne présentera qu'un seul élément à la fois. On augmentera le nombre d'essais d'apprentissage. On optimisera la mémoire qui reste conservée pour apprendre de nouvelles données. On utilisera la lecture, qui est plus souvent préservée que l'écriture. Mais la thérapie doit être aussi ce qu'on appelle comportementale, c'est-à-dire qu'on va repérer ce qui pose problème dans l'environnement de la personne et l'aménager. Ça, c'est sûr que c'est plus facile quand on se déplace au domicile des patients. On n'a pas toujours cette chance-là, donc dans ce cas-là, on communique pas mal avec la famille pour essayer de trouver des indices. Donc, par exemple, un patient qui est un peu désorienté dans le temps, on va essayer de mettre en place des repères temporels, utiliser l'agenda, avoir des horloges qui affichent l'heure et la date automatiquement, des choses comme ça. Et puis on va faire en sorte que la communication elle soit favorisée. On va donner des conseils, par exemple pour éliminer les distracteurs sonores, pas de télé pendant qu'on parle, pas de radio, de choses comme ça. Et puis enfin, dans notre thérapie, on a ce qu'on appelle une partie écosystémique, c'est-à-dire que l'objectif fondamental doit être de faire en sorte que le patient
puisse se sentir encore reconnu comme individu communicant, pour éviter que d'autres facteurs psychologiques viennent aggraver le tableau clinique. Donc nous, on va utiliser des thèmes de discussion où il sera le plus à l'aise. On utilisera des procédés facilitateurs pour l'amener vers des actes de langage auxquels il a plus de difficultés. On en parlera juste après. Et surtout, on ne tente pas de ramener le patient là où l'on est, mais on essaye de le rejoindre là où il se trouve. Alors voilà les exemples d'outils qu'on peut utiliser. Alors, la troisième partie, donc, qui est la partie qui vous intéresse probablement le plus, à savoir des propositions d'idées pour gérer les troubles de la communication. Donc pour ce faire, j'ai 2 patients qui ont accepté d'être filmés afin que l'on puisse illustrer nos propos. Donc j'en profite pour les remercier, ainsi que leurs proches qui m'ont donné cette autorisation. Pour préserver leur anonymat, on les nommera Pierre. Nous allons donc introduire cette partie avec un témoignage de Pierre sur son ressenti vis-à-vis de ces troubles de la communication. Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que le fait que vous ayez du mal à chercher, à trouver les mots, ça vous isole. Ah oui. Là, actuellement, je le sens pas. Je suis pas tout seul, je me sens perdu, un peu perdu, quoi. Je sais plus. C'est une. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous n'existez plus, quoi. Vous avez l'impression de ne plus exister. Que les gens ne font plus attention à vous. Mais moi, j'ai surtout... oui, ce que vous avez dit, oui, c'est une impression, oui. Ouais. Oui, c'est ça. On a plus la... Enfin, moi j'ai plus les réflexes, quoi. Je suis plus sûr de moi. Voilà, ça aussi, ça... Et on finit par être perdu, peur de tout. Faut faire avec, hein. Maintenant, même quand la personne n'en a pas conscience, mine de rien, je trouve que ce qu'il témoigne est vrai. Cette tendance qu'on a, nous, de les isoler. Enfin, quand je dis nous, c'est la société les isole. Et par contre, on devait le dire plus tard, mais c'est peut-être le moment de le dire. Ce qu'on sait, c'est que le fait de partager avec la personne et que la personne soit dans un environnement bienveillant, en communication avec ses proches, va préserver du déclin cognitif plus longtemps. Et à l'inverse, une personne qu'on va isoler, qui va être abandonnée, ça va augmenter. Je pense que ça, le Covid a permis de le voir, par exemple, pendant le confinement, vraiment l'importance pour ces personnes, enfin pour nous tous d'ailleurs, d'être en communication. En tout cas, voilà, une première partie pour vous redire l'importance de voir les difficultés, pour vous montrer l'importance de la communication. Et donc, pour ça, il va être important, pour les propositions d'idées qu'on va vous présenter, il va être important de voir les difficultés de la personne comme un changement dans son fonctionnement, plutôt que comme une perte. Ça va nous permettre d'être plus acteurs, plutôt, du coup. Et du coup, de pouvoir miser sur les habiletés qui sont préservées. Et du coup, en soutenant la personne dans l'utilisation de ces habiletés préservées, on va pouvoir l'aider, vous allez pouvoir l'aider à être active autant que possible dans les activités et les décisions qui la concernent. Donc, il faut accepter qu'elle ne puisse pas tout comprendre et participer comme avant, certes, mais il faut absolument éviter de faire comme si elle n'était pas là. Il va falloir vraiment l'intégrer aux conversations pour qu'elle sente qu'elle a sa place dans la discussion. Donc les stratégies qu'on vous propose ont pour but, ont ce but-là. Et donc pour ce faire, on a fait le choix de catégoriser les troubles de la communication en plusieurs sous-parties. Donc, une partie avec les conseils généraux pour favoriser la communication. Une partie où on parlera des problèmes d'expression. Une partie où on parlera des problèmes plutôt de compréhension.
Une partie, on va s'attarder sur certaines situations de communication dans le quotidien qu'on peut avoir au restaurant, avec des amis, etc. Les fameux épisodes de confusion, donc ça c'est ce dont parlait Madame tout à l'heure, je crois. C'est les moments où la personne est ailleurs, où elle est vraiment confuse, qu'elle ne sait plus le passé, le présent, voilà. Et on terminera sur lorsqu'il n'y a plus de langage. Donc vraiment un stade très avancé quand le langage est vraiment trop altéré. J'ai oublié de vous dire que, en fait, pour proposer les conseils, on s'est dit plutôt que faire un listing de conseils, en fait, on va vous présenter des situations que tout un chacun peut avoir rencontrées, et on fera un petit QCM des solutions qui pourraient être adoptées. Voilà. Et oui, tu dois dire aussi que nous présenterons pour chaque sous-partie un tableau récapitulatif des conseils, et nous vous avons préparé un petit récap que l'on pourra vous remettre à la fin de la conférence pour ceux que ça intéresse. Donc ce sont des pistes de réflexion générale, mais tous les conseils ne pourront bien sûr pas être appliqués à tous les moments du quotidien. On fait de notre mieux avec ce qu'on est au moment où l'on est, ça c'est une certitude. Et vous connaissez votre proche mieux que quiconque et bien sûr mieux que nous. Donc voilà, prendre avec parcimonie. Donc là, on commence une partie sur les conseils généraux pour favoriser une bonne communication, c'est-à-dire une communication optimale. Donc avant tout, on l'a un peu dit tout à l'heure, il convient de mentionner l'importance que peut jouer l'amour et le respect que l'entourage doit continuer à donner aux malades. Il est primordial que la personne se sente toujours considérée comme un être communicant, un interlocuteur à part entière, qu'il se sente toujours respecté et aimé par les siens. Dans le cas contraire, il déclinera encore plus vite. Donc il existe un réel lien de bienveillance et de préservation ou au contraire de déclin cognitif. Alors, on va vous proposer une première situation. Donc Pierre souffre de la maladie d'Alzheimer depuis 6 ans. Entretenir une conversation lui est de plus en plus difficile et il est désorienté dans le temps. Ce matin, il se remémore une très ancienne sortie chasse en forêt, va vers son épouse, pourtant occupée à remplir des papiers administratifs, pour lui demander comment elle envisage de cuisiner le sanglier. Alors, parmi les réactions suivantes, laquelle ou lesquelles pourraient l'aider à votre avis ? Tout d'abord, lui expliquer qu'elle est occupée et qu'ils en discuteront quand elle sera disponible. Couper court à la conversation car Pierre ne chasse plus depuis fort longtemps. Retrouver des photos de l'époque où Pierre chassait pour se rappeler ses bons souvenirs. C'est tout, non, 3 ? La 3. Ouais. C'est tout ? Tout le monde est d'accord. Bon, ben parfait. Alors effectivement la 3, mais aussi la 1. Je te laisse Julie expliquer pourquoi. Pardon, ma diapo. Alors, donc, effectivement, retrouver des photos de l'époque où Pierre chassait pour se rappeler ses bons souvenirs, c'est une très bonne réponse. Mais on va aussi différer, parce que là, madame est occupée à remplir des papiers. Donc on ne peut pas tout faire en même temps. Ça nous permet d'introduire le fait que quand on essaye d'avoir des échanges de communication, quand la communication est difficile, il faut être vraiment disponible pour ça. Et si on ne l'est pas, eh bien on explique qu'on ne l'est pas et on diffère. On dira voilà, on en rediscute un peu plus tard. Il aura oublié, quand on sera disponible, qu'on aura fini les papiers, il aura oublié En fait, c'est une proposition. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est sûr que vu qu'il y a des difficultés de communication, il ne pourra plus y avoir autant de communication qu'avant, où vu que les choses étaient aisées, toutes les opportunités le permettaient. Donc, qu'on n'hésite pas quand on sent qu'on ne sera pas disponible, parce que pour communiquer, au vu de toutes les difficultés qu'on a mentionnées avant, il faut être disponible pour pouvoir vraiment optimiser la communication. En fait, il vaut mieux tenter de différer, même si, bon, peut-être que ça ne sera plus le moment pour lui, dans sa temporalité à lui, que d'essayer de faire 2 choses en même temps, parce que c'est là que le risque d'envoyer balader ou quoi va arriver. On est occupé, on est énervé, c'est compliqué les papiers administratifs, donc forcément on va s'énerver plus vite, on sera moins patient. Parce que mine de rien, ça demande quand même beaucoup de patience de communiquer avec une personne qui a des difficultés de communication. Donc il faut être soi-même bien pour être capable d'être dans la bienveillance pour le coup.
Du coup, Alors, donc, pour résumer. Déjà, il faut éviter de penser a priori que ce que dit la personne est incohérent. Éviter de la reprendre et d'insister sur son échec. Au contraire, être disponible pour l'échange et uniquement pour l'échange, ou bien le différer. Choisir des sujets de discussion où la personne est à l'aise. Favoriser l'expression, verbale et non verbale, autour des souvenirs, qui sont souvent bien mieux préservés que les faits anciens. Parce qu'on sait que dans les maladies neuroévolutives, ce sont l'enregistrement des nouveaux souvenirs qui vont être difficiles, parce que l'hippocampe ne fait plus son boulot. En revanche, les souvenirs anciens qui, eux, à l'époque, avaient été bien enregistrés, sont mieux préservés, sont plus facilement accessibles. C'est favoriser l'expression verbale et non verbale autour de ce qui est animé et observable. Bon. Faire attention au timbre de la voix, toujours dans cette histoire de bienveillance, parce que peut-être que la compréhension des mots va être difficile, mais par contre la perception de l'agacement va être, elle, assez sensible, et ça, c'est plutôt mauvais. et en plus, ça va du coup perturber la personne qui s'en rend compte, et donc le stress va encore plus perturber sa communication. Vous avez dû sûrement remarquer que vos proches, quand ils se sentent moins bien, et au moment où ils sont plus fatigués, ils arrivent encore moins à trouver leurs mots et à s'exprimer. Et de manière générale, faire attention à utiliser le langage non verbal, donc le langage du corps dont on parlait un peu plus tôt. Par rapport aux difficultés à s'exprimer et ou à trouver ses mots, parce qu'en général, les difficultés à s'exprimer viennent du fait que de ce fameux manque du mot, la personne cherche ses mots. Donc, situation. Pierre a du mal à aller au bout de ses phrases au cours d'une conversation. Donc, quelle réaction pourrait l'aider ? Finir la phrase à sa place, reformuler son propos pour vous assurer que vous avez compris, lui faire remarquer et attendre qu'il cherche un autre mot, faire semblant d'avoir compris et changer de sujet de conversation, ou l'aider à aller au bout de son propos en lui suggérant un mot. Alors, à votre avis ? Les deux aussi. En visio 5 aussi. Vous êtes fort. Vous êtes fort en fait, vous n'avez pas besoin de venir. On devine un peu. Tant mieux. Tant mieux, ça montre que, comme on disait tout à l'heure, vous connaissez votre proche et vous savez aussi vous adapter naturellement. Après, si c'est des sujets qui l'angoissent un peu, sur lesquels on revient tout le temps, des fois on change de... Ouais. essaye de passer à autre chose. Ouais, bah ça c'est ce qu'on va voir après. Mais effectivement, quand on sent que ça devient vraiment trop dur, on va habilement changer de sujet de conversation parce que le but c'est vraiment que la personne se sente le mieux possible, éviter tous ces moments où elle va mal se sentir, être en échec. Éviter le moment oxygène, parce que ça fait C'est ça. monter. Exactement. Voilà. Est-ce que ça ne les fait pas travailler si on l'aide à chercher un autre mot à la place? La troisième, Ça. alors, faire remarquer. Ah oui, non, la troisième, c'était plutôt attendre. Vous savez, laisser la personne dans son désarroi. Voilà. Voilà, Mais par laisser, contre, l'aider à trouver un Ou autre lui mot. dire, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Cherche un autre mot. Tout à fait. Effectivement, donc soit en l'aidant à aller au bout de son propos en lui suggérant un mot, soit l'aider à aller chercher un autre En mot. fait, le mieux, c'est de lui suggérer des mots. Si c'est pas ça, un autre. On voit bien, nous, quand on a un mot sur le bout de la langue, c'est très agaçant. Il faut s'imaginer que eux, c'est leur quotidien tout le temps. À chaque fois qu'ils veulent dire une phrase, parfois 10 mots sur le bout de la langue au cours d'une même phrase. C'est pénible, c'est fatigant. Donc, en fait, en lui proposant un mot, voilà, On soulage. il enchaîne sur autre chose, sur la fin de sa phrase, et c'est vraiment ce qui va éviter de rompre la conversation. Sachant que là, c'est des petites propositions qu'on a mis, il y aura d'autres conseils qu'on résume à la fin, mais c'est par rapport à la situation et c'est pour faire le QCM. Mais effectivement, il y a d'autres petites astuces. On vous a préparé une petite illustration en vidéo de quelques petits conseils, peut-être quelques stratégies en cas de difficulté à trouver ces mots. C'est vieux. La résidence secondaire dont vous parlez, c'est la maison en Normandie, c'est ça? Ah oui, la Normandie, je commence à maintenant, j'ai un peu
il faut que je prenne de l'énergie, quoi. Et là, je m'y sens plus. Vous n'avez plus envie trop d'y aller? Ça fait un paquet d'années. Hmm. Alors, il y a le fuel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand il faut tailler c'est pénible, quoi. Tailler la haie? La haie? La haie, la haie de mur, et puis sinon, il y a aussi je trouve plus, c'est un mot fréquent. Enfin, Qui est dans votre jardin? oui. C'est quoi? C'est un arbuste? C'est un arbre ou c'est quoi? Oui, et puis Ah, au sol? oui, Ah, c'est la pelouse? et voilà. D'accord. Donc il faut tondre la pelouse. La- Ah oui, quand on a un grand jardin, c'est vrai qu'on a beaucoup de Oui. pelouse à tondre. Oui, 1500 mètres carrés. 1500 mètres carrés, ah ouais, ça commence à faire un peu de superficie. Je crois. Là, j'ai un peu lâché. J'ai plus la frite, comme on dit. Qui c'est qui s'occupe d'entretenir le jardin? Ah, c'est comment dirais-je, l'entreprise ça fait... L'entreprise de jardinier, de paysagiste? Oui, c'est ça. Ouais, vous faites appel à... Oui, vous avez raison. Heureusement que vous êtes là parce que je retrouve pas. Vous retrouvez pas quoi? Le nom. Le nom? Ça vous arrive souvent d'avoir les mots qui vous échappent comme ça? Les mots qui comme ça. De chercher les mots? Oui, là, je les ai perdus de vue. J'ai un peu dépassé là. C'est mon fils qui le fait, le jardin, vous dites? On va parler du jardin? Oui, pour le jardin, ouais. Là, vous voyez à la fin le retour à le sujet d'avant. C'est pour ça que c'était dans les conseils avant pour favoriser la communication en général, c'était favoriser l'expression verbale et non verbale autour de ce qui est animé et observable. Parce qu'effectivement, dans certains cas de figure, c'est trop difficile de partir dans l'abstrait. Donc voilà, c'est un fait. Maintenant, vous avez su observer ce qui l'aidait à parler. Donc voilà, à vous de l'aider, de stimuler ça pour parler avec elle. Vous ramenez, quand vous allez la voir, vous ramenez un joli sac à main qu'elle aimait bien. Enfin voilà, pour quelque chose qui va l'inviter à en discuter. Ouais. J'ai une question en visio où la personne demande j'imagine que plus le patient a fait d'études, moins il sera impacté, point d'interrogation. Non. Alors on sait que comment on dit, les ressources cognitives, plus on a de réserves cognitives, plus effectivement on a de moyens de compenser les troubles. Quand on a un haut niveau de langage, on a une richesse lexicale qui nous permet de trouver un synonyme ou d'expliquer autrement. Et donc au début, les patients, en fait, ils font illusion. On n'a pas l'impression qu'ils cherchent leurs mots parce qu'ils ont des telles possibilités, des itinéraires bis dans leur tête que clairement, ils passent plus vite inaperçus. Donc en fait, forcément, plus on a de connaissances de départ, plus on peut les solliciter. Après, effectivement, ça se diminue avec le temps et au bout d'un moment, ça va finir quand même par émerger. Mais effectivement, d'ailleurs, nous, dans nos tests, quand on évalue le langage, on demande toujours le niveau socio-culturel, savoir les études qui ont été faites, etc. Parce que si la personne a stimulé ses ressources cognitives tout au long de sa vie, les professions entre guillemets intellectuelles, par opposition aux métiers par exemple plus manuels, ils vont avoir entretenu leurs facultés cognitives. Et donc au moment où il y a une maladie qui va se développer, ils auront plus de ressources pour y faire face.
Maintenant, c'est comme tout, il y a aussi malheureusement des maladies qui attaquent plus rapidement que d'autres, et chez certaines personnes qui vont évoluer plus rapidement que d'autres. Donc, encore une fois, à nuancer parce qu'il n'y a jamais de vérité absolue pour tout le monde. Pour la troisième situation, on a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous montre la vidéo et vous allez, donc c'est un autre patient cette fois-ci qui a vraiment des grosses difficultés à converser et vous allez voir, voilà, on vous laisse analyser et nous dire après ce que vous en pensez, voir les stratégies mises en place par Julie pour communiquer. Vous mettez un forêt, Ouais, vous tournez, ou bien c'est électrique. oui. Donc, avec le sonnet, ça perce une petite verticale. D'accord. Là, on a un inquiété quand même, parce qu'on n'est pas... Là, vous me parlez de bricolage? L'avenue. Non, est-ce que vous me parlez de bricolage? Je ne suis pas sûre de vous suivre. Oui, on n'est pas sûr. Quand vous percez vous avez quand même la crainte que ça dépasse le fond. Quand vous percez quoi? La machine avec son étui. Et vous percez le fond de quoi? On ne sait pas. On se dit pourvu qu'il ne dépasse pas. Parce que là, à ce moment-là, il touche le cerveau. Ah, vous parlez d'une opération chirurgicale alors? Oui, D'accord. Vous vous êtes fait opérer? oui. Quand? Oh, il y a 3 semaines, un mois. D'accord. Vous êtes fait opérer de quoi? Faut que vous demandiez la paille. Vous vous êtes fait opérer la tête? Oui, D'accord. Pour vous retirer le petit bout de peau qui dépassait, c'est ça? oui. D'accord. C'est très fin, c'est pas une... Oui, c'était un petit bout. D'accord. Mais bon, on a quand même la convignette qu'il y ait un ennui. À la crainte qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Oui. Vous étiez inquiet quand même. Oui, parce qu'il y a très peu d'expérience et on ne sait pas où en est l'expérience. Ouais. C'est ça le voile dont vous me parlez, c'était le champ opératoire en fait. Oui, carrément posé comme ça. Oui, d'accord, ok, je comprends ce que vous voulez me Voilà, dire. 2 infirmières Oui. et puis voilà, quoi. Mhm. Et le chirurgien, Oui. évidemment. Le toubib dont vous me parliez tout à l'heure. Moi je dis le chirurgien, ça fait plus chic. Donc en effet, on voit que Pierre essaie de communiquer à propos d'une opération qu'il a subie et qui l'a marqué, mais il ne parvient pas à trouver ses mots ni à s'ajuster, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'interlocuteur pour se faire comprendre. Et donc, comment Julie a-t-elle réagi qui a permis malgré tout qu'il puisse aller au bout de son histoire et qu'il ait pu avoir cet échange? À votre avis? Elle a essayé de décrypter ce qu'il voulait dire, elle a essayé de poser des questions pour essayer de comprendre, de formuler. De suggérer. Je crois que quand même, moi j'étais dans le bricolage aussi au départ. Ah oui, au début, le forêt et tout. Pensez à ça. Ah ouais. Ah, on est des enquêteurs. Hein, Il y avait peut-être une lésion par rapport à ce travail antérieur qu'il avait fait lui-même. Il a peut-être fait des liens et des confusions aussi. Est-ce que c'était un bricoleur? Non, d'industrie, c'était quelque chose pas comme un ça ouvrier, mais je crois qu'il était effectivement un peu bricoleur, parce que le mot forêt, par exemple, c'était Oui. assez technique, il le connaissait, il a encore préservé ce mot-là, donc on peut imaginer que c'est un bricoleur. En fait, il avait je sais pas comment ça s'appelle, mais une excroissance de peau qui s'est fait retirer. Voilà. Et vous saviez qu'il s'était fait opérer ou pas? Alors oui, je le savais. D'ailleurs, non, on voit plus il avait effectivement un pansement, mais j'avais pas du tout compris qu'il me parlait de ça. Et en fait, il a persévéré sur ça pendant plein de séances. À chaque fois que je le revoyais, il me relançait sur ce sujet-là. Parce que c'était quelque chose qui l'avait un peu traumatisé, il a eu très peur.
Et notamment, alors qu'ils lui ont juste coupé, hein, je crois, hein, vous voyez comment il se représente, qu'on lui a enfoncé un forêt dans le cerveau, c'est quelque chose qui est... en ambulatoire, certainement. anesthésie locale, c'est pour ça aussi il a Certainement. vu des choses qui l'ont perturbé. Ouais. Angoissé, hein. Ouais. 2 fois le mot expérience. Oui, il avait l'impression que... Du manque d'expérience Ouais. peut-être de la personne qui... C'est ça. Et est-ce que les gens étaient formés pour lui expliquer? Parce que ça se trouve, ils se sont dit, comme vous disiez tout à l'heure, de toute façon, Exactement. on ne comprend rien. Ouais. Donc c'est pas la peine qu'on lui dise quoi que ce soit, on l'opère. Exact, mais ça c'est un vrai Ou est-ce qu'il problème. a voulu poser des questions auxquelles on n'a pas pu répondre parce qu'ils qu'on n'ont n'a rien... pas... Ouais. Enfin, voilà. Mais c'est un vrai problème et c'est aussi pour ça que, enfin là vous le voyez à la conférence, on insiste beaucoup là-dessus. Vous évidemment qu'en tant que proche, vous le faites naturellement de quand même parler à la personne, mais en fait ça permet aussi de vous dire que c'est bien, que vous avez raison et que ça leur fait du bien et qu'il faut continuer à le faire. Je voulais dire que ce qu'on peut voir, c'est que si Julie n'avait pas insisté autant pour essayer de comprendre de quoi il voulait parler, eh ben on aurait pu penser qu'il était en plein délire et qu'il parlait de quelque chose qui n'avait rien à voir. Alors qu'en réalité, c'était tout à fait cohérent, logique qu'il en parle après avoir vécu cet événement. Étiez-vous au courant de cette opération? Oui, mais je n'avais pas réalisé qu'il me parlait de ça au départ parce que c'était hors sujet complètement. Et ben finalement, on a l'impression... En fait, la conversation, elle a l'air lunaire hein, quand on l'entend comme ça. On se dit, mais moi, je me doutais pas que j'allais réussir enfin à arriver au bout de ce qu'on racontait. Hein. Mais en fait, on se rend compte que quand je rentre dans son monde et que voilà, j'essaye d'aller à la pêche aux informations, on finit quand même par y arriver, même s'il y a beaucoup de... Vous avez vu les néologismes, hein, ils remplacent des mots qui n'ont soit rien à voir, soit carrément ils inventent des nouveaux mots, donc franchement, c'est pas toujours simple. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de cette séance, il avait un big smile que je lui avais rarement vu. Parce qu'en fait, il se trouve que comme je savais que je filmais, j'ai passé là pour le coup des séances complètes à discuter avec eux, communiquer pour justement, voilà, dans le but d'illustrer nos propos ce soir. Et je suis allée un peu plus loin que les 10 minutes que j'accorde actuellement, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ça leur fait un bien, vraiment un bien fou. Il était soulagé et à l'issue de ça, il m'en a plus reparlé. Comme si le fait de pouvoir enfin exprimer ça à quelqu'un, ça l'avait libéré d'un poids, quoi. Et du coup, c'est quand même assez ambigu parce que il y a un moment donné où, moi je le fais, des fois on lui dit, on ne comprend pas. Ouais. Mais du coup, ça, est-ce que c'est pas... Lui, quand on dit on ne comprend pas, aussi il peut se sentir... mis en échec et du coup ça met le doigt sur sa pointe du doigt. Enfin, il faut pas hésiter à lui dire qu'il comprend pas. Sur parce le que... fil, quoi. Enfin... Ouais. Mais aller à la pêche en disant voilà, je comprends pas, est-ce que tu essayes de me dire ça ou est-ce que tu essayes de me dire ça, voilà, pour rebondir, ce que pas j'allais s'arrêter. dire, en fait, ça dépend de, je te laisserai plus après, mais ça dépend de comment on le dit, le je comprends pas. Il y a le je comprends pas, je ferme, voilà, mais il y a le je comprends pas avec bienveillance qui montre qu'on cherche ensemble en fait. Et je comprends pas, mais si à ce moment-là, il se trouve que c'est un moment où on a le temps, eh ben on va essayer de chercher ensemble et je vais pas lâcher parce que tu mérites d'être entendu. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on est fatigué et on lui dit exactement. Oui, ok, et en fait on a rien. Et en fait, il faut lui dire écoute, je suis fatiguée là, voilà, parce que les signaux aussi du corps ne sont pas forcément perçus par la personne elle-même. Donc on lui dit oui, d'accord, d'accord. Et en fait, on n'a rien compris, mais en unité protégée à côté. Et des fois, on vient, on lui demande ce qu'il a fait ces derniers jours. Tous les jours, il sort. Il va se promener, il va ailleurs, donc il a des sortes de délires. Enfin, il est dans son monde, dans un monde parallèle, quoi. Parce qu'en fait, il faisait des choses avant et il pense qu'il les fait encore. Eh ben, ça peut être. Nous, on va dans son sens quand il nous dit ça. C'est ce que j'ai. T'as été là, qu'est-ce que t'as vu mais on essaie de changer de conversation parce qu'après, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Ce que j'allais dire, ça peut être l'occasion, alors pas à chaque fois, hein, bien sûr, parce qu'il y aura des jours où vous en aurez marre, mais quand vous en avez l'énergie et l'envie, ça peut être l'occasion de voir de quelle sortie il parle pour déboucher sur quelque chose qu'il aime, parce que du coup, il va forcément parler de quelque chose qu'il aime. Et hop, on ramène. Un fil et on... Exactement. Mais vous êtes dans l'échange, vous êtes dans le partage, et finalement, c'est ça qui compte pour lui à ce moment-là. Quoi. C'est pas vraiment de se dire est-ce que réellement il est à cet endroit-là à ce moment-là. C'est bien qu'il n'est pas sorti. Vous savez que non, lui il pense que si. Bon donc de toute façon on n'est pas d'accord, donc on garde l'essentiel. C'est vrai qu'il ramène
même lui-même, dans son truc, il ramène les choses à des choses qu'il aime. Qu'il a vécu. Toi, j'ai sorti les dominos, bah, c'est pas du tout son truc, les jeux de société, il n'aime pas du tout ça. Et du coup, lui, bah, il a pris le domino, puis il a dit, ah, c'est quoi comme matière? Enfin, ça correspond à ce qu'il a fait avant, ça correspond à sa formation. Lui, il l'a pas pris sur le truc du jeu, il l'a pris sur le truc de l'objet. Et il est parti là-dessus. Et donc, on a suivi, c'est très bien. On a suivi ça. C'est très bien. Des fois, on improvise un peu quand même. Mais c'est vrai que là, effectivement, les stratégies qu'on propose, elles ne sont pas vraiment centrées sur, pour vous, que vous puissiez avoir la conversation que vous aimeriez avoir, mais plus pour que la personne, elle ait une communication. Ça, c'est vrai que... Parce que voilà, effectivement, il y a des choses... vous ne pourrez pas avoir de conversation comme vous aviez avant, mais ce que vous faites... C'est en fait... Ça déstabilise, mais sachez que là, à ce moment-là, ça vous déstabilise vous, mais lui, il est bien. Et je pense que c'est le plus important. C'est qu'on ne reconnaît pas la personne. Ouais. Voilà, la personne comme on l'a connue. Il faut aussi réussir à décrypter ce que la personne a envie de dire. Quoi. Et oui, bah ça, vous voyez, Julie est une experte en déduction. Hein. Donc, pour résumer, par rapport au fait de chercher ces mots, on va éviter de faire semblant de l'avoir compris. On ne va pas interrompre la personne si ses erreurs n'empêchent pas de le comprendre. Éviter de parler à la place de la personne et ne pas mettre toujours la personne en échec. Que faire? Reformuler son propos pour vous assurer que vous avez compris. Laisser plus de temps pour comprendre et pour s'exprimer. C'est vrai que c'est des personnes qui mettent du temps et du coup, vu que dans notre société, il faut toujours aller vite, on ne leur laisse plus le temps de parler. Donc là, on leur laisse le temps. Lui conseiller d'utiliser un synonyme, de décrire ou de définir le mot, ce que disait madame tout à l'heure, l'aider à contourner. Vérifier que les conditions de l'échange sont favorables. Si on est en plein bruit dans la rue, voilà, c'est sûr que les conditions ne seront pas favorables. Utiliser le non-verbal qui peut aider, les gestes qui peuvent aider quand on n'arrive pas du tout à se faire comprendre. Faire preuve de déduction et d'interprétation. Éventuellement, quand c'est nécessaire, préparer des listes de mots importants. On peut avoir un carnet ou dans des applications pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à se faire comprendre. Et orienter habilement la personne vers des sujets facilitateurs, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, ensuite, on va essayer d'enchaîner un petit peu. Situation 4, la femme. C'est toi, pardon, vas-y. Alors, la femme de Pierre l'informe qu'il est l'heure de partir pour sa séance d'orthophonie, à laquelle ils se rendent tous les lundis matins. Mais Pierre ne comprend pas où ils doivent aller. Que faire? Lui dire que si il connaît, c'est comme ça tous les lundis depuis plusieurs mois. Reformuler et nommer par exemple l'orthophoniste. On va voir Julie ou on va voir Julia. Montrer une photo du cabinet ou de l'orthophoniste. Et montrer un objet familier qu'il apporte à chaque séance, associé à l'orthophonie. Par exemple, le carnet de rendez-vous, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dirais les 4. La 3. Moi, ça marche bien que 2. Surtout pas la 1 parce que ça sert à rien. 2 mais on le dit quand même parce que ça fait Lui bien. dire lui dire qu'il connaît. Alors, il ne faut pas lui dire que ça, mais lui dire qu'il connaît, c'est comme ça tous les lundis, ça peut aussi le rassurer. De dire, mais pas lui dire que pas que cette phrase. D'accord, c'est intéressant. Effectivement, le fait de comment dirais-je, de lui rappeler que si pourtant il connaît, alors que là sur le moment il s'en rappelle pas, ça pointe du doigt il s'en souvient pas et donc ça vise à ce qu'on disait tout à l'heure d'éviter de le mettre en échec. En revanche, reformuler, nommer par exemple l'orthophoniste, voilà, c'est une stratégie alternative pour donner des indices complémentaires. Les photos, ça marche bien. Et les objets familiers, moi c'est vrai qu'à chaque séance, ils ont un petit carnet blanc ou vert, et du coup ils viennent avec. Et quand on voit le carnet, ça associe les deux. En fait, il faut faire attention à ne pas mettre le patient en échec parce que ça va générer beaucoup d'anxiété. Il faut se mettre à leur place. C'est comme si demain, ou là tout de suite, je vous disais, mais non, on n'est pas à Fontenay-sous-Bois. Mais tu te rappelles pas, on vit dans le sud maintenant depuis 10 ans. Ça peut être perturbant quand même. Parce qu'eux, ils sont vraiment dedans. Donc voilà, on évite au maximum de les mettre face à ça.
Donc situation 5, Pierre ne comprend pas les consignes d'une activité. Que faire? Lui montrer qu'il ne comprend pas, abandonner, abandonner et revenir à une activité plus simple, reformuler et expliciter son propos en donnant un modèle, répéter jusqu'à ce qu'il comprenne ou scinder la consigne en plusieurs étapes en s'assurant de l'attention et de la compréhension de chaque étape. Donc la bonne réponse, c'était bien la 3 et la 5 et effectivement simplifier les consignes de l'activité. On ne répète pas jusqu'à ce qu'ils comprennent parce que sinon ça va laisser la personne dans son échec. On reformule, on réessaye différemment, mais on ne fait pas du copier-coller, ça c'est sûr. Lui montrer qu'il ne comprend pas, bon ça vous avez tous compris. Abandonner et revenir à une activité plus simple, bah, c'est dommage parce que voilà, on est en train de faire quelque chose, on est en train d'échanger, donc lâcher l'affaire c'est un peu embêtant. Si on a le temps et l'énergie, on essaye d'aller au bout de ce qu'on entreprend. On simplifie. On va vous montrer une vidéo après. Je donne une consigne et voilà, je réessaye une deuxième fois. Bon, ça marche pas. Et puis au fur et à mesure, je réduis pour aller vraiment à l'essentiel. Une action. Allez, je mets la vidéo. Alors, regardez. Je vais installer des choses sur la table. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Je ne sais pas, c'est le même roi que les... C'est une fourchette. Oui, c'est une fourchette. Ouais. C'est évident. Ah oui. Alors après. Plastique. C'est un peigne. Teint ou teint en concret, je ne sais pas. C'est un peigne. Oui, c'est un peigne. Alors déjà là, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Il ne comprend pas que je lui demande de dénommer l'objet. J'ai compris après en visionnant la vidéo d'ailleurs. Hein. Sur le moment, je n'avais pas capté. Il pense que je lui demande la matière. En quoi c'est fait? Alors, regardez. Je vais installer des choses sur la table. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Je ne sais pas, c'est le même roi que les... C'est une fourchette. Oui, c'est une fourchette. Ouais. C'est évident. Ah oui. Alors après. Plastique. C'est un peigne. Teint ou teint en concret, je ne sais pas. C'est un peigne. Oui, c'est un peigne. Celui-là, c'est quoi ça? Un sachet-cheveux. Ouais. Ok. Une petite pince. Ouais, une épingle. Une épingle. Alors, maintenant, je vais vous demander de mettre ensemble ce qui va ensemble. Vous allez former des paires. Avec tous les objets qui sont là. Vous voyez tous les objets là? Oui. Oui? Est-ce que vous pouvez les mettre 2 par 2? Alors, je vous aide. Par exemple, la fourchette va avec quoi? Avec le couteau. Donc là, la consigne, j'ai eu beau essayer de... impossible de comprendre. Donc bon, bah qu'est-ce que je fais? Je modélise. Voilà, la fourchette. Enfin, je l'indice un peu parce que sinon je sens que... Alors, je vous aide. Par exemple, la fourchette va avec quoi? Avec le couteau. Voilà. Donc, vous les prenez ensemble et vous les mettez
tous les deux. D'accord? La fourchette et le couteau, ensemble. Ok? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Pour refaire un autre... Oui, une autre paire, tout à fait. La bouteille... Oui, allez-y, prenez. C'est quoi? C'est la bougie que vous me dites? C'est ça que vous montrez? Oui. Alors, prenez la bougie. Voilà. Mettez-la ici. Avec quoi? Avec la boîte d'allumettes. Eh ben voilà. Alors, elle est où la boîte d'allumettes? Là-bas. Voilà. Donc, vous les mettez ensemble. D'accord? Oui, oui. Ok, on a une deuxième paire. Alors, après, on peut mettre quoi ensemble? On peut les mettre avec cela. Ça y est, ils sont ensemble. Ça y est, c'est bon. On a fini de faire les paires. Maintenant, on change d'exercice. Vous allez mettre dans le sac, on va ranger la bougie et son allumette. Est-ce que vous pouvez chercher la bougie et les allumettes? Regardez, la bougie et la boîte d'allumettes. On les prend et on les range. Ok? Oui. À vous. Vous allez ranger le couteau et la fourchette. Alors, cherchez le couteau et la fourchette. Vous les voyez? Qui figure sur votre... Sur le bureau, ouais. Il y a le couteau et la fourchette. Regardez, ils sont ici. Ça, c'est le couteau. Exact. Et la fourchette. Ok? Donc, on les range. On les range. Je vous laisse faire. Vous les rangez? En fait, on peut presque mettre n'importe quoi. Non? Ah non, on n'a pas le droit de mettre n'importe quoi. Oui. Vous voyez de quoi je parle? Changer la... Le cadenas et la clé. Alors, est-ce que vous voyez quelque part un cadenas et les clés? Oui. Ah, d'accord. Donc là, vous les rangez. On les range dans le sac. Oui, oui. Ok, ça vous a aidé que je vous ai mimé le cadenas et la clé. Très bien. Le peigne et l'épingle. C'est ça, l'épingle à cheveux? Bon. Très très bien. Ça va? Oui, oui. Ça a été? C'est pas mal. D'ailleurs, il faut s'entraîner un peu. Donc on voit que la consigne est quand même un petit peu simplifiée, mais on reste sur l'objectif de base qui était de mettre ensemble les choses. Alors, est-ce qu'on doit proposer ce genre de choses? Non, ça c'était plus pour illustrer les troubles de la compréhension, parce que vous n'êtes pas orthophoniste. Ça, c'est ce que nous on fait en orthophonie pour essayer de faire venir les mots, pour stimuler le langage, etc. Vous, le but, c'est vraiment de garder en tête de rester dans le plaisir de la communication. Ah oui, les mots spécifiques, vagues, imprécis, éviter les inférences et expressions imagées, parce que ça peut être compliqué à comprendre. Ne pas utiliser du langage enfantin. Éviter de changer de sujet brutalement, ne pas hésiter à introduire en disant bon maintenant je vais parler d'autre chose. Voilà. Et ne pas mettre la personne en échec. Au contraire, simplifier le message. On fait des phrases courtes et simples. On essaie de conserver un discours le plus naturel possible. On parle lentement. On fait des pauses entre les phrases pour laisser justement le temps au patient de décrypter, le patient ou le proche. On scinde les consignes, on les segmente en plusieurs étapes courtes. On veille à capter son regard et son attention. Vous avez vu, un moment, je lui dis regardez, vous voyez les objets, il me regarde avec les yeux écarquillés. Je lui dis mais regardez là, c'est là que ça se passe, parce que là, du coup, on re-rentre dans le contact oculaire.
Et ne pas hésiter à nommer son incompréhension et éventuellement, habilement, changer de sujet si vraiment, au bout du compte, on n'y arrive pas. Donc là, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, madame. Dire, là, je comprends pas. Alors, juste pour conclure par rapport à la situation de communication du quotidien, donc on n'a pas pu vous présenter les situations, mais rapidement, les conseils. Donc quand vous allez au quotidien avec vos proches, chez le médecin, ou dans un restaurant, ou une sortie, quelle qu'elle soit, ouais. On va éviter les circonstances où la personne pourrait se sentir mise en échec et dévalorisée. On va éviter de suppléer tout ce que la personne est capable de faire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup tendance à faire à la place d'eux. Ne pas laisser la personne seule lors des moments en groupe, éviter de la laisser s'isoler dans son coin. Ne pas monopoliser la parole et ne pas humilier la personne devant tout le monde. Mais si, enfin, tu le sais. À l'inverse, on va plutôt poursuivre autant que possible les loisirs et les échanges sociaux, qui sont vraiment très importants. On va l'intégrer aux échanges en favorisant des discussions agréables et maîtrisées. Le plaisir de communiquer ne se limite pas uniquement à la discussion. Un sourire, un regard, un clin d'œil, un geste familier ou affectueux, tout ça, ça reste de la communication. Maintenir le contact des yeux dans la mesure du possible. On sait que le regard et le tactile est très important. Lui donner à réaliser des tâches habituelles et accessibles. Tout ce que la personne peut faire, on lui fait faire. Expliquer ce que vous allez faire, même ce qui est prévu. Introduire les sujets de conversation que l'on va aborder. Prendre des moments isolés du groupe pour discuter si nécessaire. Pendant les repas de famille, prendre un temps où on va s'asseoir avec la personne dans un coin pour vraiment discuter. Parce qu'on sait que les temps de repas de famille sont des temps où la personne va être encore plus en retrait, parce que le fait qu'il y ait des conversations qui fusent dans tous les sens, il y a du bruit, il y a plein de personnes qui parlent en même temps, ça fait beaucoup trop et en général, il y a un isolement qui se crée. Donc là, on prend la personne et on se met un petit peu à part. Pas longtemps, 5 minutes, 10 minutes, et on discute en tête à tête, c'est beaucoup plus productif. Mais on accepte que elle soit là quand même et qu'elle participe moins qu'avant. C'est une réalité. Et du coup, laisser le temps à la personne de s'exprimer. Excusez-moi, il y avait une image où on avait rendez-vous avec Pierre chez le médecin. Et après, vous êtes passé très vite. Et quand il ne comprend plus pourquoi il est chez ce médecin-là, que faut-il faire ? Nous, ce qu'on conseille dans cette diapo-là, c'est dans le cas où la personne, elle essaye de répondre. Par exemple, nous, on a souvent la situation, on rencontre les personnes et on pose des questions et la personne ne sait plus donner le nom de ses enfants ou des choses comme ça. Alors, on peut avoir des situations où les proches vont carrément parler à la place du patient. Donc ça, évidemment, c'est à éviter. Si la personne... en gros, il faut essayer de lui laisser dans la mesure du possible la possibilité de répondre sur ce qu'il sait. Et s'il ne sait pas, je ne vois pas trop d'autres solutions que de donner l'information au médecin directement. Vous lui réexpliquez ce pourquoi il a rendez-vous, qu'est-ce qu'il vient faire là, etc. Et après, il faut quand même que le médecin il obtienne les informations. Je pense qu'il faut avoir en tête 2 choses pour la personne. Le plus important, c'est autonomie et bien-être. Donc tout ce que la personne peut encore faire en autonomie, on la laisse faire. Et quand elle ne peut pas, on fait pour elle et on privilégie son bien-être. Donc tant que la situation ne le met pas mal, ne l'angoisse pas, vu qu'il n'est pas en mesure de toute façon de comprendre, c'est pas grave, vous expliquez à sa place. Puisque là, vous n'êtes pas en train de faire pour lui, puisqu'il ne peut pas faire. Quand il peut faire, on le laisse faire. Quand il ne peut pas faire, on fait pour lui. Mais on l'aide. S'il a du mal à exprimer certaines choses, on n'hésite pas à lui porter secours, on ne le laisse pas galérer ou quoi que ce soit. Oui, parce que la situation le stresse quand même. Ouais. Donc on essaye de soulager. Quand ils reviennent sur des sujets, une fois de suite, mais qu'ils n'arrivent pas à arrêter la boucle. Vous avez un exemple à nous donner ? Oui, une discussion ou une discussion sur un problème qui s'est passé il y a quelque temps et puis on explique ce qui s'est passé, mais le problème revient, mais ça peut durer une demi-heure, 1 heure. Ça rejoint un petit peu ce que disait madame tout à l'heure pour sa maman qui parlait de la neige. C'est les fameuses persévérations. Où, de toute façon, dans ces moments-là, quoi qu'il arrive, la personne reviendra dessus.
du coup, ça va être un peu la Une solution même réponse. Ça va être, vous essayez autant que faire se peut de détourner. Patience pour à chaque fois où elle reviendra dessus. Et puis, ça va passer. Ça va passer, ça peut durer 1 heure, une après-midi, ça dépend. Mais ça va passer. Après, parfois, prendre le temps de... Vous voyez, moi, mon patient avec sa fameuse opération chirurgicale, mine de rien, d'avoir vraiment cette séance-là, ça a duré franchement au moins 30 minutes pour parler de ça. Hein. À la fin, enfin, il avait réussi, ça l'a soulagé et il est passé à autre chose. Parfois, il y a un truc qui fait qu'à un moment donné, ça se débloque parce qu'il a ce sentiment de frustration, de ce stress, de ne pas pouvoir se faire comprendre, expliquer, etc. Et puis, on a de la chance, on va réussir à débloquer ça, voilà. Mais c'est sûr que parfois il y a des choses comme ça qui peuvent être redondantes. Alors, donc on va conclure. Par rapport aux épisodes de confusion, on va essayer de rentrer dans la réalité de la personne. Enfin voilà, je pense qu'on en a assez parlé, on ne vient pas la ramener et lui dire qu'elle a tort. On fait une activité bien-être pour détendre la personne, éventuellement on fait une pause quand de toute façon c'est trop envahissant et qu'on n'arrive pas à en sortir. Quand il n'y a plus de communication verbale, parce que, comme on a vu tout à l'heure, il n'y a pas que la communication verbale, on continue quand même à parler à la personne. On reste attentif au non-verbal. On utilise, quand c'est possible, des images, des pictogrammes pour les besoins primaires. Et on considère toujours la personne comme un interlocuteur à part entière. Donc, pour conclure... nous n'avons malheureusement pas pu vous proposer de solution magique pour permettre à la personne de récupérer ou de garder un langage parfait. Mais nous espérons que nous vous avons fait prendre conscience de l'importance de la communication et de quelques astuces pour pouvoir l'optimiser dans toute sa complexité. Et donc, vous pourrez en retenir ces quelques règles d'or. La communication est bien plus large que le verbal. L'importance de faire preuve d'abnégation. On fait le deuil de la personne que l'on a connue et on renonce à l'espoir d'une guérison ou parfois même d'une amélioration. On choisit ses combats, savoir lâcher prise et déculpabiliser quand on est trop fatigué et quand de toute façon ça n'a finalement pas tant d'importance que ça. Adapter sa réalité, on ne tente pas à tout prix de ramener la personne là où nous on est, mais des fois on essaye de la rejoindre là où elle se trouve, comprendre les émotions qu'il y a derrière, comprendre à quoi elle fait référence. Et on favorise la communication sous toutes ses formes, l'important étant de toujours considérer la personne comme un interlocuteur à part entière. Si l'on y réfléchit bien, quel est le plus important dans la vie? Est-ce que c'est vraiment de se souvenir de où on a mis les clés, ou est-ce que c'est de pouvoir toujours partager, aimer et être aimé? Parce que c'est là qu'est l'essence de notre humanité. Donc l'important est de faire en sorte que votre proche puisse simplement continuer à communiquer, qu'il conserve jusqu'au bout de son parcours le statut d'individu communicant et donc tout simplement le statut d'être humain. Eh ben, merci beaucoup. Bravo. Ça, c'est de la conclusion, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention et puis pour tous ces échanges. On vous a laissé, pour aller plus loin, des petites références, des livres, des vidéos qui peuvent être intéressantes par rapport au sujet.